Voyage en récit Benoît Frankowski. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Benoît Frankowski, ou plutôt devrais-je dire commandant, parce que vous êtes officier donc dans la Marine nationale. Vous êtes capitaine de vaisseau, vous avez intégré l'école navale, si je ne me trompe pas, en 94. Vous êtes sous-marinier. Vous avez commandé notamment un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque donc de Toulon en 2012, qui portait le nom de l'Émeraude. En 2018, vous revenez ici en terre brestoise, plus exactement dans la presqu'île, prendre le commandement du Téméraire, puis ce fut, si je ne me trompe pas, le Terrible. Et actuellement, vous êtes donc le commandant, ce qu'on appelle aussi le pacha dans la marine, du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Vigilant. Vous étiez en mer il y a encore quelque temps, assez récemment. Une première question toute simple. Pour vous, en tant que commandant de bord, en tant que sous-marinier, en tant que marin dans cette marine nationale, représentant du coup la France dans ses missions militaires, qu'est pour vous une mission réussie? Déjà, merci pour la présentation. La mission, quelle est-elle? Il s'agit de conduire une mission de dissuasion. Et à ce titre, comme ce type de sous-marins qui sont à Brest, qui s'appellent les SNLE, portent l'arme nucléaire qui est aux ordres du président de la République, de manière à protéger notre pays et sa population. Une mission réussie, c'est de rentrer avec un équipage complet, ayant conduit une mission en sécurité et en étant resté invisible pour tout le monde. Alors justement, un sous-marin, c'est quand même, enfin en tout cas un SNLE, c'est à peu près 110 hommes. En gros, c'est on va dire un gros cylindre qui mesure quand même 12 mètres de large, 140 mètres de long. Vous déplacez quoi? Quelque chose comme 14 000 tonnes, si ma mémoire est bonne. Au sein de ce sous-marin, on va dire un tiers de la place est occupée par 16 missiles donc nucléaires, comme vous l'avez dit. Euh, le sous-marin est propulsé par un réacteur nucléaire. En gros, si jamais vous deviez lancer un missile, en gros, on peut donner une image, faire décoller une petite fusée Ariane depuis le milieu aquatique à côté d'un réacteur nucléaire, c'est quand même pas rien. Mais au-delà de cette technique, dans la réussite de la mission, quelle est la part que représente cette technique et quelle est la part que représente évidemment l'équipage humain qui met en mouvement toute cette chaîne pour que la mission soit effective? Alors, sans homme, point d'équipage. Mhm. Je pense que le ressort principal, justement, c'est l'homme, c'est l'humain. C'est l'équipage qui est à bord et qui sert un outil au profit d'une mission. Vous l'avez bien dit, donc un équipage, c'est 110 hommes. Dans ces 110 hommes, pour dresser un portrait, il y a entre 40 et 50 métiers différents, qui sont des sous-branches de ce qu'on appelle dans la marine des spécialités, comme détecteur sous-marin, mécanicien et électricien. Donc entre 40 et 50 métiers différents, qui passent d'un veilleur du sonar, à un cuisinier, un atomicien qui comporte également des sous-branches, un chef de service qui est un officier sur nos bateaux qui dirige un ensemble d'hommes au profit d'un type de matériel, et par exemple un boulanger également. Donc pour dire que c'est vraiment une affaire essentiellement humaine, parce qu'ils servent du matériel, parce qu'ils servent un outil, cet outil peut être défaillant, peut connaître des dysfonctionnements, et sans eux, ça ne pourrait pas tourner rond, pour une bonne et simple raison que non seulement ils conduisent leur mission pour, tout en maintenant le matériel, mais avant ça, avant de partir en mission, ils ont participé à une période d'entretien du sous-marin en réparant tout ce qui a pu être abîmé ou dysfonctionné depuis la mission précédente, et également faire des travaux préventifs de manière à anticiper sur certaines échéances calendaires. Et encore avant ça, si on remonte complètement le cycle, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie d'un équipage, eh bien il s'est entraîné, il s'est formé, il s'est entraîné de manière à pouvoir travailler en équipe. Voilà. Donc certes, l'outil est technologique et proprement fabuleux, c'est certain. Vous l'avez bien dit, avec des performances techniques, des matériels
qui sont véritablement à la pointe. On pourrait rajouter également le niveau de discrétion de ces bateaux sur lesquels des efforts de conception et de maintien de cette discrétion sont assurés. Mais sans des hommes qui le serviraient, qui le répareraient, qui l'utiliseraient, qui le mettraient en œuvre, en fait, ça ne servirait pas à grand-chose. Vous, en tant que commandant, je me demande quelle est votre, si je puis dire, quelle est votre place au sein de cet équipage? Le percevez-vous comme une famille? On imagine que, évidemment, connaître chacun des hommes, quand vous prenez le commandement d'un bateau, ça doit prendre du temps de connaître les 109 autres bonhommes du bord. Et justement, au cours de la mission, comment cela s'articule-t-il entre, évidemment, votre côté hiérarchique, vous incarnez l'autorité, vous donnez des ordres à des gens qui eux-mêmes en donnent, et en même temps, comment l'articulation se fait dans tous ces maillons de grades, de responsabilités, afin que l'engagement de chacun, du quartier maître à vous, soit effectif? Alors bien sûr, il y a un commandant qui dirige un équipage. Ça, c'est une vision très macro. Dans les faits, parce qu'on est sous-marinier et qu'on évolue dans un milieu qui est hostile, il y a véritablement la nécessité et le besoin de véritablement créer la confiance au sein de l'équipage, puisque en dépit des grades ou des anciennetés, certains jeunes sous-mariniers qui sont soit matelots, soit quartier-maîtres, eh bien, se voient confier des responsabilités qui peuvent éventuellement, qui sont de nature, si elles ne sont pas assurées, à pouvoir mettre en danger ou en insécurité l'ensemble de l'équipage. Donc il y a véritablement cet accompagnement, et vous avez parlé de notion de famille, alors à deux titres. Je pense que le premier, c'est que c'est véritablement un groupe d'hommes qui se met au service d'une mission qui le dépasse. Donc il y a forcément un esprit de corps et une cohésion qui s'opèrent. Et ensuite, avec ces liens de confiance qui s'établissent de manière à pouvoir assurer cette mission, oui, j'avoue que je me sens un peu parfois comme un père adoptif parce qu'on a envie qu'ils grandissent. Alors bien sûr qu'on sert à cette mission, mais en même temps on les suit, on les instruit, on les forme, on les accompagne. On veut que, comme je le disais, qu'ils grandissent aussi en tant qu'hommes, de manière à être en mesure d'assumer ces responsabilités qui leur sont demandées. Donc c'est un peu un rôle de père aussi. Donc il y a une forte empreinte, à mon sens, dans le commandement aussi de paternité envers eux. Vous avez commandé aussi donc le Terrible l'année dernière, qui, si ma mémoire est bonne, a été longtemps à terre, pour des contraintes techniques. Du coup, cette expérience de commandement d'un équipage qui reste à terre, avec des sujets techniques pour que la réparation du bateau se déploie, se fasse le plus correctement possible. Qu'en retirez-vous? C'est-à-dire, quelle différence avez-vous pu observer auprès de l'équipage, peut-être aussi en votre fort intérieur, entre commander à terre pendant longtemps et là, cette mission dont vous revenez embarqué? Alors le bateau dont vous parlez, c'était le Téméraire. Ah, pardon. Et oui, on est resté longtemps à terre de manière à pouvoir, après ce période de grand carénage pendant lequel le bâtiment est confié en grande partie à un industriel, à un moment, la marine reprend la responsabilité de manière à pouvoir conduire les essais des matériels qui sont à bord, que ce soit à terre et puis en mer. Donc il y a aujourd'hui quasiment 2 ans, effectivement. Donc ce processus a été rallongé en raison de difficultés techniques. Et nous avons donc effectivement passé beaucoup plus de temps en charge de ce bâtiment, de manière à essayer de résoudre ces difficultés techniques avec l'industriel. Donc qu'est-ce que je tire de cette expérience qui a été assez marquante? Eh bien, en fait, quand on a commencé au moment de l'armement de cet équipage, je ne sais pas si je présentais les choses, mais je m'étais dit que ça pouvait potentiellement être long et que la nécessaire investissement de chacun au profit de cette mission un peu particulière, parce que c'est pas effectivement, comme vous l'avez dit, ce qu'on a l'habitude de faire, puisque d'habitude on part en mer pour conduire aussi des patrouilles. Eh bien, on avait réussi à mettre en place, dès la formation de cet équipage, des liens assez forts entre nous, dont le but était justement de surmonter ces difficultés. Voilà. Au travers de liens personnels, mais également de mesures organisationnelles, des formations particulières qui ont été délivrées. Donc c'était l'occasion de les mettre en œuvre aussi, ce qu'on avait préparé, et de faciliter cette phase difficile. Alors après, il faut aussi reconnaître que ce sont des phases
où, certes, on va dire, pour parler de manière un peu plus précise, on n'est pas forcément dans notre cœur de métier parce qu'on n'était pas forcément toujours en mer, mais ça a été aussi l'occasion pour beaucoup d'apprendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des process ou des sollicitations du matériel dans des conditions inhabituelles qui leur ont fait apprendre beaucoup et donc aussi peut-être devenir meilleurs. Et puis votre équipage et vous-même étiez au contact de l'industriel, vous l'avez dit. Alors, on peut peut-être le rappeler, commandant, mais les sous-marins en France sont, comment dire, je les qualifie un petit peu de... c'est un environnement unique. Par là, je veux dire, vous allez au centre Leclerc, ici, vous avez le nombre de produits qui viennent d'un autre pays, c'est phénoménal. Ici, vous avez une chaîne qui, je pense, dans les grandes lignes, est vraiment 100% française. Ce qui confère d'ailleurs à ce pays une indépendance sur ce terrain-là, donc sur le plan militaire et avec une déclinaison politique derrière. Est-ce que vous, en tant que marin, qui est au contact de ces industriels, parfois dans des phases plus faciles que d'autres, on imagine, selon les pannes, selon les problèmes qui peuvent occurrer, y a-t-il une fierté par rapport à cette industrie française qui permet ces missions dans leur accomplissement? Alors, ce que je vois dans mes rapports avec ceux qui travaillent au profit de cette mission, hein, là, ils ne sont pas seulement militaires, ils peuvent être civils. Oui. C'est effectivement une grande fierté. Et puis ils sont nombreux, c'est-à-dire que ça va du fabricant de pompes à l'atomicien, même à ceux qui font les cartes. Enfin, il y a quand même un nombre de facteurs assez important. Oui, alors pour citer un petit exemple, lorsque le Téméraire, qui était en période de grand carénage, donc sans combustible nucléaire dans l'arsenal, est sorti du bassin. Mhm. Donc ce sont les militaires qui ont conduit cette manœuvre de manière à faire transiter ce bateau jusqu'à l'île Longue de manière à terminer les travaux. Ce qui m'a véritablement impressionné, c'est de voir au moment de cette manœuvre sur le plan d'eau, le nombre de personnes qui est sorti des ateliers pour voir ce bateau sur lequel ils avaient travaillé et s'étaient investis, je pense avec enthousiasme véritablement quand on les rencontre et qu'on peut échanger avec eux, de le voir partir, quitter un peu le cœur de cette période de grand carénage pour continuer son chemin en direction de l'île Longue. Eh bien, c'était véritablement un moment qui illustrait à mon sens, je pense, le véritable investissement de gens qui se donnent au profit de cette mission finalement. Voilà. Et même s'ils sont civils, même s'ils travaillent pour un opérateur privé, eh bien, cette fierté, elle est nécessaire parce que ce qu'on leur demande quand même, hein, voilà, au bout du compte, c'est que le matériel fonctionne en lien avec l'équipage. Voilà. Oui. Et donc, ils participent à la mission. Il y a donc là de la valeur, à la fois dans leur travail et dans le regard qu'ils y portent. Je reviens sur ce mot de valeur, j'y associe donc un peu cette devise de la marine avec l'honneur et la discipline. Est-ce que ces mots sont une constante au cours de la mission ou devez-vous, en tant que commandant, parfois les rappeler à l'ordre pour maintenir un état d'esprit et pour le bien de la mission? Alors, pour reparler un peu de l'équipage, il faut aussi savoir que tous ceux qui servent sur sous-marin dans la marine nationale sont volontaires. Donc le fait qu'ils soient volontaires pour servir cette mission en particulier donc, sur un engin comme un sous-marin, eh bien on a aussi la chance d'avoir des équipages qui, partant de ce principe, sont prêts à donner. Alors bien sûr, qu'après, mais c'est comme la vie de tous les jours, c'est comme la vie, je pense, dans une entreprise, ou c'est la vie peut-être aussi dans une famille, c'est que parfois, il faut pouvoir remettre les lignes en place, redresser le cadre, évidemment. Donc ça arrive, il y a aussi des combats. Mais je dois avouer, en tant que commandant, la chance que j'ai pu avoir de servir avec ces sous-mariniers où j'ai rarement été déçu. Donc oui, avec des rappels à l'ordre, certainement. Des punitions, ça arrive aussi. Mais aussi des félicitations au même titre. Donc je dirais c'est un peu la vie, mais de manière extrêmement générale, je suis extrêmement fier d'avoir servi avec eux et ça reste véritablement gravé en moi.
Avec les moyens techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, chacun a son PC, chacun peut faire son activité, est-il encore possible et est-il encore souhaitable d'avoir une vie d'équipage à bord? Oui, c'est même, il le faut en fait. Oui. Voilà, parce que oui, vous l'avez très bien dit. Alors les marins d'aujourd'hui sont issus du monde, hein, ils sont issus de la société, donc ils utilisent aussi les outils qui sont à la disposition de tout le monde. Alors certes, lorsqu'on est en mission, on n'a plus de connexion avec le reste du Mhm. monde, on n'a plus de connexion Internet, donc il y a plus de téléphone, il y a plus de tablette. Par contre, il existe malgré tout la possibilité d'embarquer peut-être un ordinateur avec une série de films dessus. Et oui, ça fait partie. Alors, il y a deux aspects en fait. Dans ma réponse, c'est que il est important malgré tout de. Encore une fois, c'est un peu comme en famille, de pouvoir mettre en place des règles de manière à assurer des liens entre les marins et qui soient suffisants, mais comme je le disais tout à l'heure, qui sont nécessaires véritablement pour faire fonctionner cet outil. Et la deuxième, c'est que cette cohésion, forcément, elle demande du temps. Oui. Elle demande du temps, ça se commande pas. Et si ce temps est passé majoritairement devant un écran, eh bien, déjà, on délaisse certaines richesses et deux, on crée pas. Voilà, c'est ces rapports qui sont véritablement nécessaires, qui soient de passer du temps avec les autres, dans laquelle. Donc, comment on s'organise à bord? Pour répondre à cette question de manière un peu plus précise, eh bien, on organise des activités pour l'équipage, des activités de cohésion, des activités où on leur change aussi un peu l'esprit Oui. parce que on a aussi cette particularité là que on va profiter de ces temps aussi où on a le bateau pour nous pour aussi instruire en vue du poste suivant. Donc il y a un gros volet instruction avec des travaux qui sont menés par les sous-mariniers, souvent quel que soit leur âge, de manière à préparer les étapes suivantes. Mhm. Donc il faut aussi pouvoir les sortir de ça de temps Mhm. en temps pour qu'ils soufflent alors qu'effectivement on est dans une boîte noire qui est au fond de l'eau. Donc c'est important ces activités-là pour souffler, pour se ménager un peu de temps, tout en continuant à faire tourner le bateau parce qu'il y a toujours des équipes, bien sûr, qui sont de quart, de manière à manœuvrer le bâtiment. Oui, parce qu'on le répète, vous êtes sous l'eau parfois plus de 2 mois et sans escale. Enfin, Et sans escale. c'est une évidence, mais il est peut-être bon de le rappeler. Alors, puisque nous sommes sur RCF, sur les radios chrétiennes francophones, le sous-marin est-il aussi un lieu où il est encore possible, ou recommandé peut-être, de, de vivre sa foi, quelle qu'elle soit, mais de vivre sa foi, peut-être d'en parler? Est-ce qu'il y a encore le lieu pour échanger, je ne sais pas, autour de la table? La réputation en général des qualités gustatives et des fins servis ne sont pas une légende voilà, dans votre corps, mais est-ce que la foi représente encore quelque chose qui peut être discuté, qui peut porter à débattre, ou qui peut simplement se vivre entre personnes d'une même foi à bord? Alors se vivre, ça c'est une certitude. Euh, je suis effectivement revenu il y a peu de temps d'une patrouille qui a couvert le carême Mm. et qui incluait la fête de Pâques. Donc on est parti après le mercredi des cendres et donc on a vécu ce carême de manière extrêmement profonde, dans une grande pauvreté Mm. finalement, puisque là ça nous était même offert de pouvoir se détacher véritablement et de prendre du temps de prière, du temps passé aussi ensemble, puisqu'on a pu célébrer aussi à bord, même s'il n'y a pas d'aumônier, en fait, Mm. on a à bord, on a au sein des forces sous-marines un aumônier qui nous soutient et qui, pour chaque bateau qui part en mer, eh bien, prépare hein, des adaptes de manière à pouvoir conduire des réunions de prière à bord, avec parfois aussi des homélies préenregistrées de manière à pouvoir aussi nous accompagner par sa voix Oui. et donc par sa prière et sa présence. Et une réserve eucharistique également? Oui. Voilà, donc on a eu l'occasion aussi de pouvoir, pendant ma dernière patrouille, par exemple, euh, participer à des créneaux d'adoration Mm. qu'on avait montés à bord. Donc il y a véritablement aussi, et même si on est sous l'eau,
les prières, je pense, portent et franchissent l'eau pour monter. Donc oui, bien sûr qu'on peut vivre sa foi. C'est aussi un sujet de discussion. Alors, bien évidemment, il faut aussi faire preuve de délicatesse avec certains marins qui ont pu être blessés aussi. Enfin, comme finalement, c'est une petite excroissance du monde dans lequel on est. Il y a aussi certaines personnes qui ont pu être blessées. Il y a certaines personnes qui sont éloignées de la foi. Certains qui peut-être qui ne la connaissent pas non plus du tout, qui n'ont même jamais entendu parler. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On est encore une fois comme dans le monde normal, même si on est en uniforme. Alors de ce point de vue-là, ce qui peut changer. Oui. Je me rends bien compte qu'en portant mes galons, si j'en viens à discuter 2 fois avec un membre d'équipage, je ne veux pas qu'il me voie comme si j'avais mes galons. Donc c'est aussi ça qui est potentiellement assez difficile lorsque j'en parle avec lui. C'est pas le capitaine de vaisseau qui s'adresse au quartier-maître, c'est un homme qui s'adresse à un autre. Et ça peut parfois être difficile, et c'est d'abord ça qu'il faut faire passer comme message, avant d'obtenir une parole un peu plus libre à bord. Puis on imagine que, vous parlez du carême, Vendredi Saint, chemin de croix, on peut imaginer qu'il ait lieu, je ne sais pas dans quelle partie du bateau, peut-être dans le compartiment des missiles. Si quelqu'un est là et qu'il passe, ça peut l'étonner. Alors oui. Et certains peut-être découvrent quelque chose par là, qui les transcende. Alors oui, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé à bord. Donc vous êtes bien renseigné effectivement. Donc oui, nous avons effectivement effectué un chemin de croix au sein d'une soute missile entre les tubes verticaux. Alors il n'y avait pas de symbolique particulière. C'était aussi un endroit qui s'y prêtait bien pour toutes les stations du chemin de croix. Et ça a été effectivement l'occasion de rencontres à ce moment-là, de personnes qui se sont senties un peu touchées, qui ont participé à ce chemin de croix, et qui ensuite sont venus nous accompagner en réunion de prière, et ensuite, en continuant toujours, de pouvoir en parler avec eux. Donc oui, c'est une vraie richesse. Il y a des moments forts qui peuvent se passer. J'aimerais peut-être finir par un petit peu de littérature, alors un auteur qui n'est plus tellement lu, mais un passage qui m'a marqué. Nous sommes dans un roman donc, de Pierre Dru à La Rochelle, L'homme à cheval, dans lequel il dit « Et au petit jour, un prêtre célébrait la messe. Le sacrifice sur les ruines, parce que la scène se passe dans une église en ruine. Le sacrement retrouvait toute sa signification. La vie et la mort se conjoignaient dans cette hostie, cette victime élevée par le prêtre. Geste éternel de toutes les religions. Le sacrifice, le geste du sacrifice, qui ne fait que ramasser et styliser le geste de la vie. L'homme ne naît que pour mourir, et il n'est jamais si vivant que lorsqu'il meurt, mais sa vie n'a de sens que s'il donne sa vie au lieu d'attendre qu'elle lui soit reprise. En tant que sous-marinier, je pense à cet engagement qui est celui de vos hommes, le vôtre. Est-ce que c'est là une manière de donner sa vie à un idéal, à un pays qu'on représente, peut-être par là aussi à sa famille? Est-ce que c'est cet engagement dont il parle ici, vous marque, vous y retrouvez, ou s'agit-il d'autre chose? Tous les sous-mariniers ne sont pas chrétiens. Oui. Mais pour ceux qui le sont, on retrouve sa foi dans son engagement. Pour expliquer un peu plus, j'ai plusieurs choses en tête qui me viennent. Alors, bien sûr, et ça c'est le propre du militaire, pas uniquement le sous-marinier, c'est peut-être qu'un jour, il devra donner sa vie pour les autres. Et donner la vie pour ceux qu'on aime, eh bien, c'est un des enseignements majeurs du Christ. Donc là, on rejoint effectivement la dimension chrétienne, qui est l'essence même de la vie. Ensuite, il y a d'autres raisons ou d'autres motifs qui rejoignent aussi une dimension chrétienne. Alors, on a aussi une éthique. Vous savez, lorsqu'on forme des sous-mariniers, en particulier des commandants, on vérifie bien que sous pression ou dans des conditions difficiles, ils soient capables de continuer à diriger leur équipage. C'est-à-dire, ce qui semble important, par exemple, c'est de le conduire sans excès.
Parce que c'est là où on risque de mal diriger l'équipage. Et donc, pour en arriver là où je veux venir, c'est que sans excès, eh ben, ça rejoint quand même une forme d'éthique dans les relations avec les autres, même dans les situations difficiles. Et cette éthique, elle est forcément profondément judéo-chrétienne. Voilà. Donc là encore, on rejoint une dimension un peu chrétienne, qui n'est pas valable uniquement dans le monde militaire, bien évidemment, mais qui est profondément ancrée. Et puis, à titre d'exemple aussi, mais ça, je pense que c'est peut-être plus pour les chefs. Et moi, je m'y reconnais beaucoup là-dedans. C'est que tout à l'heure, je parlais aussi, je me sentais un peu père de famille. Et bien, cette paternité, déjà, elle me vient pas de moi. Elle me vient d'en haut, quelque part, sachant que c'est le chef d'état-major de la marine qui désigne ses commandants. Mais on y retrouve aussi des valeurs qui sont profondément proches de celles lorsqu'on réfléchit à la notion de paternité un peu de divine. Voilà. Il y a forcément une notion de bonté. Oui. Et de confiance. De confiance, de présence, d'exemplarité aussi. Donc voilà, on s'y retrouve. Et puis pour terminer, bien évidemment aussi, lorsqu'on est sous-marinier, on sert une mission qui est beaucoup plus grande, enfin qui nous dépasse, oui. Qui a du sens. Donc ça rejoint aussi, les apôtres ont été envoyés en mission, chaque chrétien a été envoyé en mission, et bien nous aussi nous sommes envoyés en mission. Voilà. Donc au travers de notre engagement, et du fait de servir cette communauté en vue d'un bien commun, eh bien cette communauté, on pourrait très bien l'appeler l'Église si on était dans le monde ou à terre. Voilà. Donc encore une fois, moi je m'y retrouve beaucoup en tant que chrétien dans mon métier. Quelque part, c'est un petit peu la mise en pratique de cette maxime de la Bible, n'aie pas peur d'avancer en eau profonde. C'est ça, oui. Bien, commandant, je vous remercie. Merci beaucoup.